Bonjour à tous, bienvenue dans iWeek. Toute l'actu Apple en live, c'est sur Watch TV tous les mardis 20h, 21h. On est en direct et ce soir, on a une émission très chargée, passionnante et à vous tous qui nous dites que l'émission déjà est trop courte alors qu'elle dure quand même 1 heure. Pour une fois, je vais être d'accord avec vous, ça va être trop court. Je suis d'abord très heureux d'avoir ici dans le studio de Watch un vieux de la vieille, on va dire, du monde Apple. Ça te fait sourire, Lionel. Lionel Coscas, bonjour. Bonjour. Alors un nom et un visage que vous ne connaissez pas, mais si vous suivez l'actu Apple, vous êtes forcément tombé un jour ou l'autre sur MacBidouille, le site macbidouille.com. Et MacBidouille, Lionel, c'est toi? C'est en bonne partie moi. Au départ, en tout cas. Oui. Site que tu as créé en 2001. Ouais, 2001. Comment est-ce que tu, on va y revenir évidemment, mais comment est-ce que tu définis quelle est la ligne éditoriale de MacBidouille? Aussi sincère que possible dans un monde où l'objectivité autour d'Apple n'est pas toujours évidente à garder sans qu'on ne paraisse être subjectif. Voilà, donc c'est un site qui a connu des moments parfois difficiles. Tu as été en conflit ouvert par moment avec Apple. Rappelle-nous en un mot quand même cet épisode marquant. C'était à l'époque du SuperDrive, donc du graveur de DVD. Tu avais réussi une manip qui t'a valu un buzz mondial. On a eu beaucoup de chance en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Quelques jours après que MacBidouille ait été mis en ligne, Apple avait sorti un logiciel que tout le monde connaît maintenant qui s'appelait iTunes. Et ce que je déplorais, c'est qu'il n'acceptait de graver des CD musicaux que si jamais on avait acheté le nouveau Mac qui coûtait une fortune. Par hasard, j'ai trouvé, avec un tout petit peu de travail quand même, un moyen de modifier les choses pour qu'on puisse l'utiliser avec n'importe quel graveur de CD. Et ça a été le lancement de MacBidouille. Buzz mondial. Dire ça, un buzz très très large. Tu as été repris dans le monde entier par les sites américains, oui, qui ont découvert le site MacBidoule. C'est comme ça que les Américains le disent, MacBidoule, voilà. Donc macbidouille.com, tu restes avec nous, Lionel, tu interviens quand tu veux, évidemment, tu es partie prenante de l'émission. Et puis on va évidemment tout à l'heure revenir sur l'histoire du site, tu vas nous raconter un peu comment tout ça a commencé, tout ce qui s'est passé depuis donc 14 ans, non, je vais un peu vite, 14 ans. Et je suis sûr que nos camarades qui sont en duplex avec nous sont des lecteurs de MacBidouille, évidemment, et je le sais en plus. Salut à tous les trois. Salut. Salut, je vais vous dire bonjour en commençant par celui qui est le plus à gauche de l'image, c'est-à-dire Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hi. Hi. Guillaume Jette, Discmaker X, une grosse activité pour toi depuis une dizaine de jours. Oh là là, j'en vois même pas. Là, avec les bugs d'El Capitan et tout ça, on a des petites surprises marrantes, mais bon. Mais dans l'ensemble, ça marche pas mal quand même. Discmaker, c'est un utilitaire qui permet de créer une clé de démarrage pour OS X. Là, depuis l'arrivée d'El Capitan, ça donne quoi pour toi, Guillaume ? Écoute, j'ai pas de stats, j'aime pas les stats, ça me fatigue, mais je peux te dire que de ce que j'ai comme écho, de ce que je reçois comme message et autres, y a beaucoup de gens qui apprécient ce genre d'utilitaire, même si je sais qu'on peut le faire en ligne de commande et Lionel ne sera pas le premier à me contredire là-dessus. Apple fournit des outils pour faire ce genre de manip à la main, mais après tout, on se rend compte que les utilisateurs aiment bien quand même avoir des fois une interface graphique pour faire simplement les choses. Donc, tant mieux pour moi, et tant mieux pour eux aussi. Absolument. Et on est très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro d'iWeek, 7e du nom, pour cette 3e saison. Il est avec nous au centre de l'écran et il est en duplex de San Francisco, un peu à la dernière minute, mais c'est aussi un peu la magie de ce rendez-vous. Jean-Christophe Ving, salut Jean-Christophe. Bonjour à tous. Comment ça va, San Francisco ? Très bien, il fait un temps magnifique. C'est le matin pour toi, hein ? Voilà, j'étais sur mon balcon il y a 2 minutes. Voilà. Tu as eu la gentillesse de rentrer pour nous, c'est sympa. Pour avoir une meilleure connexion qu'à ma dernière prestation.
J'espère que là, elle va tenir. Écoute, là ça va, et on est d'autant plus content de t'avoir avec nous que Steve Jobs, le film, est sorti aux États-Unis vendredi dernier. Mais alors, on va y revenir avec toi, selon un mode de commercialisation très particulier. Voilà, exactement. On est presque au niveau de la queue devant les Apple Store pour les nouveaux iPhones. Pour entretenir la rareté, il est sorti dans 4 salles, uniquement à New York et à Los Angeles. Donc Voilà. malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et moi qui ai eu la chance d'être à Los Angeles la semaine dernière, j'ai malheureusement pris l'avion jeudi soir, donc la veille de la sortie dans 2 de ces salles où j'aurais été très heureux de pouvoir le voir en avant-première, étant donné qu'il ne sort en France que début 2016, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Je crois que c'est 6 janvier 2016. Ah voilà, c'est confirmé. On a essayé d'ailleurs, juste avant que l'émission démarre, avec Lionel, d'avoir la date grâce à Siri. Lionel, Il n'est pas d'accord. pas référencé, pas connu au bataillon, le film sur Steve Jobs chez Siri. Et puis, notre troisième intervenant en duplex, vous le connaissez, c'est une des figures d'iWeek. Il est en direct de Cannes. D'ailleurs, on va prendre des nouvelles de la région avec toi, Elie. Salut, comment ça va? Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va bien. Je suis à Nice, hein, je me suis échappé oui. de Cannes, où il n'y a toujours pas de téléphone, toujours pas d'ADSL. Et donc la ville, ça a l'air assez extraordinaire de dire ça en 2015, mais maintenant ça fait presque une semaine et quelques, et il n'y a toujours pas de téléphone et pas d'ADSL. Donc pour nous qui sommes dans l'informatique ou pour toutes les entreprises qui font de la technologie, c'est un peu dramatique, mais on essaye de survivre. Et donc concrètement, quelles sont les nouvelles, quelles sont les perspectives là, de reconnexion? Eh bien, écoute, Orange parle entre 15 jours et 1 mois. Free parle de 15 jours minimum. Le problème, c'est que tous les DSLAM étaient en fait dans des sous-sols. Peut-être que ça coûte moins cher, je ne sais pas. Et donc, ils étaient sous 5 mètres d'eau. Oh là 5 là. mètres. Et donc, le temps qu'ils enlèvent l'eau, la boue, et qu'ils essayent de sortir les équipements, il faut tout nettoyer, certainement tout changer, reconnecter. Ouais. C'est un travail monstrueux et ça va coûter mais des fortunes. Bon, écoute, Donc, on espère que ça va vite s'arranger. En attendant, je crois que tu fonctionnes avec des terminaux de paiement en 4G. Bon, c'est mieux que rien. Hein, Pédale au diesel, hein, puis voilà. C'est ça, exactement. Au Et moins, puis, comme tout le monde s'est jeté dessus, on fait de la 4G+, à 240 kilos. d'accord. Bon, Donc, comme tu vois. Alors, si je peux dire un tout petit mot pour faire l'introduction, moi, il se trouve que je connais très bien Lionel, qui est un ami depuis très, très longtemps. Et donc, comme tu sais, dans cette industrie, en 35 ans, j'ai plein de copains, plein de copains, et j'ai quelques amis. Et Lionel fait partie vraiment de mes amis. Et c'est quelqu'un qui non seulement connaît l'univers Apple comme personne, mais qui en plus a une caractéristique qu'il faut signaler ce soir, c'est qu'il a toujours défendu les revendeurs Apple. D'abord les Apple Center, ensuite les APR, contre vents et marées. Et donc je pense que c'est suffisamment rare pour qu'il faille le dire ce soir. Et aujourd'hui, si on est là, c'est aussi en partie parce qu'il nous a aidés à chaque fois qu'on a eu besoin d'aide. voilà. Merci. Ce sont donc les Apple Premium Resellers, donc les revendeurs Apple, dont tu es le président et le porte-parole, Elie, hein, on le rappelle. Absolument. Et tu as toi-même donc deux magasins à Nice et à Cannes. C'est pour ça que j'évoquais Nice à l'instant. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne... Non, on n'a pas fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Mais non. Bonjour, monsieur le nouveau responsable vidéo de Figaro TV, magazine, je sais plus quoi. Ah, Mais oui c'est malin. Benjamin, parle. D'accord. Bravo, nouveau président à vie. C'est malin. J'avais pas du tout l'intention de vous en parler, mais voilà. Ah, tant pis, on est déjà dans le plat, on dit comme ça. Sachez en tout cas que ça ne changera rien pour iWeek et pour Broadcast Time notamment. Voilà, il y a une vie en dehors de Watch, il y a aussi il y a plein de choses qui se passent et c'est tant mieux aussi pour Watch. En tout cas, on est ensemble en ce mardi soir, on sera ensemble la semaine prochaine aussi et les semaines suivantes. Et donc on va pouvoir démarrer l'émission comme prévu avec un premier gros morceau d'actu qui nous est tombé dessus tout à l'heure. On s'en doutait un peu, mais on ne savait pas exactement quand ça allait arriver. Et la nouvelle du jour, c'est l'arrivée des nouveaux iMac et de nouveaux périphériques, clavier, souris et trackpad. À tout de suite. Moins cher. Et non, contrairement à ce que j'ai entendu pendant que le jingle tardait à démarrer, ils sont pas vraiment moins chers. Ou alors j'ai mal lu, Guillaume, c'est toi qui as dit moins cher.
C'est pas vrai, Quel moqueur. C'est Super Mario qui a dû dire moins cher, effectivement. Donc des nouveaux iMac. Alors ça tombe bien, on a Lionel avec nous sur le plateau. Lionel, ça a été une des news de MacBidouille aujourd'hui. Tu peux peut-être nous faire le pitch de cette nouvelle du jour. Bon, alors, pas de vraie rupture au niveau du design des machines. En revanche, deux choses qu'il faut retenir au premier abord. D'abord, un modèle d'iMac 21 pouces en 4K. Et ça, c'est la grande nouveauté annoncée. De l'autre côté, sur les iMac, tous les iMac 27 pouces passent en 5K. Donc, les écrans HD auparavant n'existent plus. Tout est en 5K. Et avec des tarifs qui sont somme toute pour les iMac 27 presque raisonnables pour des machines de cette qualité, avec des écrans de cette qualité. Pour le reste, dans les détails, comme souvent avec Apple, ça a l'air magnifique en apparence, mais il y a une ou deux choses qui peuvent un peu fâcher. Ah, alors justement, on va y revenir évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour, les amis, alors qu'on a perdu Jean-Christophe, mais qui est revenu, c'est pas grave, tout va bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, donc 4K et 5K? Ah bah c'est bien, je vois que ça... Rien. Salut. Ça, super. Ça va aussi permettre... Ça va peut-être parler davantage à Ellie alors. En iMac 21 pouces, on attendait le changement. Donc il y a un modèle qui est en 4K, le reste a été légèrement repositionné. Le 27 pouces, on n'attendait pas de changement, comme quoi Apple est encore capable de nous surprendre. Le fait que toute la gamme soit passée en 5K, bah pourquoi pas, hein. Donc, et comme disait Lionel, et on va en parler, c'est presque très bien, mais... il y a un petit mais. Bon, alors on va peut-être... Vas-y. Oui, Guillaume, vas-y, je t'en prie, pendant qu'on découvre les différentes unes qui sont visibles sur le web. Vas-y, Guillaume. Alors, moi, alors, le truc, c'est que je regrette, c'est que la gamme iMac, en fait, elle est plus tellement audacieuse. C'est-à-dire qu'en fait, là, bon, c'est une nouvelle machine, très bien, mais elles sont dans le design qu'on a vu il y a 2 ans. C'est des iMac toujours plus fins, toujours plus légers. Enfin, plus légers, on s'en fout un peu, mais surtout plus fins. Mais je trouve qu'elle manque un peu d'audace aujourd'hui. Et qu'Apple s'endort clairement sur ses lauriers. Et ça, c'est un peu dommage. Après... qui pousse la 4K partout sur tous les modèles, ça c'est très bien, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Le problème souvent avec Apple, c'est que les écrans sont magnifiques, mais les cartes vidéo derrière ne suivent pas forcément. Donc ce que j'attends de voir surtout, ça va être les performances au niveau d'affichage. Qu'est-ce que ça va donner réellement sur le terrain, quoi. Et puis il y a toujours le gros problème d'Apple qui est sa radinerie et ses tarifs parfois hallucinants sur le stockage. Alors ils ont fait un effort maintenant, toutes les machines ont 8 Go de RAM, ce que j'ai cru voir. Donc là on est plus sous-dimensionné sur la mémoire, ça c'est une très bonne chose. Pourquoi on avait combien avant? Minimum 4? C'est pas possible. Non, c'est vrai? Oui. Il me semble qu'il y en avait encore un à 4. C'est pas envisageable ça quand même. 4 Go. Ça fait des années qu'Apple... Les MacBook Air sont encore en 4 Go. Hein. Voilà, les Mac Mini aussi, je crois. Enfin, voilà, il y a encore des machines en 4 Go. Donc, ils passent à 8 en standard, ça c'est très bien. Maintenant, c'est le stockage où, quand je vois le stockage... Voilà. Alors, merci Jean-Christophe. Alors, Jean-Christophe, c'est important. Tu peux muter ton micro. C'est-à-dire que si tu as besoin, n'hésite pas. Hein, parce que là, on était avec toi à San Francisco. Voilà, j'ai mon écran qui a pris, là, c'est 5K ou pas. Non mais c'est bien, le téléportation, ça marche. Les écrans sont... Il est parti. Il n'ose plus venir. Tu peux rester, hein, mais mute ton micro. Coupe ton micro. Donc juste pour finir là-dessus, voilà, sur le stockage, Apple, ils ont tendance toujours à être plutôt mesquins. Et bon, quand je vois l'option aujourd'hui du stockage, ça un petit peu mieux encore, ça a été parfois une époque, mais les coûts, des fois, quand vous voulez passer en SSD un peu plus costaud, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. 256 Go de stockage flash, 240 €. C'est quoi cette option de nous mettre un SSD de 24 Go pour passer de 128 à 24? Oui. Pourquoi? Alors voilà, je pense que c'est là-dessus que Lionel attendait, je pense. Je te sentais bouillir là. Lionel, tu disais qu'il y avait quand même il y avait au moins un gros problème. Est-ce que c'est le gros problème pour toi? Oui, certainement. Est-ce que tu peux nous préciser quel est le problème d'abord? Donc, par défaut, les iMac 21 pouces proposent un disque dur 2,5 pouces qui est vraiment pas rapide. Prendre un iMac avec juste ça, c'est ruiner une Ferrari avec un réservoir d'essence de 2 litres. On démarre, on avance 5 mètres et on s'arrête. Donc Apple propose en option les Fusion Drive, où on a la possibilité d'avoir en plus
un SSD qui va servir à accélérer la plupart des accès disques les plus fréquents sur la machine. C'est beaucoup plus rapide, ça marche très bien. Jusqu'à maintenant, Apple nous proposait toujours des Fusion Drive de 128 Go de SSD plus le disque dur. Et là, bien caché dans les spécifications, ils ont créé un nouveau Fusion Drive de base avec un SSD de 24 Go. Ça n'existe pas, un SSD de 24 Go. Oh, je pense que Samsung a dû faire un effort pour le sortir pour Apple avec une seule puce mémoire perdue en plein milieu, mais ça n'existait pas et Apple l'a créé. Donc en gros... Est-ce que ça a un sens de vendre, entre guillemets, de proposer quelque chose qu'on appelle un Fusion Drive avec un SSD de 24 Go? Bah en fait, ça a un sens seulement parce que 24 Go, on aura l'impression qu'il est rapide. 24 Go, on va mettre le système, on va mettre les 2-3 applications qu'on utilise, ça va marcher, mais pour le reste, boum, d'un seul coup, les performances vont dégringoler. En plus, l'autre chose qui me gêne, c'est plus le SSD est petit, et plus les données sont écrites fréquemment, et plus sa durée de vie va être compromise sur le long terme. Et dans un iMac, aujourd'hui, si on doit changer la petite barrette SSD, c'est du SAV, c'est très compliqué. Ouais. C'est encore une mesquinerie pour créer artificiellement un effet de gamme, parce que je ne suis pas sûr du tout que le 24 leur coûte réellement moins cher que le 128 quand ils en achètent des millions. Ouais. Alors c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que maintenant, plutôt que de vendre le Fusion Drive 1 Tera, ils vont vendre le Fusion Drive 2 Tera. Je pense que tu seras d'accord, Elie. Bon, moi j'ai une question de lecteur. Où est-ce que tu as trouvé cette info sur le SSD de si petite capacité? L'enfer se cache dans le détail. On va sur le site Apple et puis on commence à aller fouiller les spécifications toujours un peu plus loin. C'est quand même mentionné quelque part. C'est mentionné. Quelque part. Quelque part. C'est le terme, c'est le quelque part. Quelque part. Bon, donc vous l'avez compris, ces nouveaux iMac, ils gagnent en résolution. Il faut une carte graphique plus puissante, évidemment, pour faire du 4K sur le 21 pouces, du 5K sur le 27. Est-ce que les cartes graphiques évoluent en conséquence? Alors, déjà aujourd'hui... je pose la question aux pros, aux pros de la technique. Déjà aujourd'hui, il n'existe pratiquement aucune carte graphique qui permette de jouer en 4K à des jeux vidéo un peu gourmands. Il y en a 2 ou 3 dans le monde PC, c'est des cartes à 1000 €. Donc on ne va pas demander à un iMac de supporter ça, il ne pourra pas. Maintenant, le but d'Apple, c'est pas de proposer des machines pour jouer en 4K, c'est des machines qui vont avoir un affichage fluide en 2D et en 4K. Pour l'iMac, ils ont utilisé l'Iris Pro 6200, qui est fondamentalement pas une mauvaise puce. Ça apporte pas mal de choses. Est-ce qu'elle va bien gérer la 4K pour de l'affichage 2D? Oui. Maintenant, et c'est déjà pas mal, on pourra jouer en 1080p à la plupart des jeux vidéo, ce qui est déjà mieux que la plupart des iMac 21 pouces. Pour les 5K, ils sont passés au Radeon R9, l'équivalent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Apple utilise dans les iMac des cartes graphiques mobiles. C'est pas mal, c'est toujours la même chose. Si c'est juste pour afficher un bureau, des vidéos en 4K, ça va le faire sans problème. Maintenant, très sincèrement, si tu veux vraiment jouer à des jeux vidéo, soit tu te prends une console de jeu, soit tu t'achètes un PC. Oui, bon, voilà, merci. Il s'appelle Lionel Koska, donc il a créé MacBidouille, et c'est pour ça qu'on vient le lire aussi, c'est qu'on a, ce regard décomplexé aussi vis-à-vis d'Apple qui fait ta marque de fabrique. Autre chose à ajouter sur les iMac eux-mêmes avant qu'on passe au périphérique, les amis? Non, c'est vrai que moi je suis d'accord avec Guillaume. On pensait qu'Apple allait profiter pour changer un peu le design parce qu'il commence à dater. C'est-à-dire que si on regarde le design maintenant de la gamme Mac, les MacBook Pro n'ont pas tellement changé depuis des années et des années. Les iMac n'ont pas tellement changé depuis des années. Le Mac Pro, j'en parle même pas parce que lui, il n'a même pas bougé au niveau spec depuis qu'il est sorti. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus. Il était temps. Avant, on était habitué à avoir des cycles de refresh dans le design. Et là, on dirait qu'ils ont adopté un design et qu'on va le garder pendant 10 ans. Mais si tu permets, Elie, le design d'Apple aujourd'hui, c'est une absence de design. On ne voit plus la machine. Vrai. Un iMac, qu'est-ce que c'est? C'est un écran avec un peu d'aluminium autour. Un Mac mini, c'est quoi? C'est la même chose. Il n'y a que sur les MacBook Pro qu'il y avait une certaine évolution, mais là-dessus, comme de toute façon, maintenant, la seule obsession d'Apple, c'est de faire plus fin, la prochaine fois, ça va être une Surface Pro 4. Et toc. Et pourquoi pas du USB-C alors, puisque la question a été posée? Pourquoi pas du USB-C? Bonne question. Bonne question. Donc ce connecteur qu'on retrouve sur le nouveau MacBook,
et qui est en train de se généraliser dans le monde PC notamment. Non, c'est vrai que ça manque de... Lionel n'a pas forcément toutes les réponses. Hein. Je rappelle qu'il ne travaille pas chez Apple. Non, mais je peux te donner une opinion là-dessus quand même. Ce connecteur, par rapport au connecteur USB 3 classique, n'a pas vraiment d'intérêt sur un iMac. Le seul intérêt, ce serait de pouvoir brancher des périphériques qu'on a achetés pour un MacBook. Il est en revanche très intéressant sur un ordinateur portable parce qu'il va permettre de recharger la machine à travers ce connecteur. Il va permettre de faire des tas de choses que ne fait pas un connecteur USB classique. Donc l'installer dans un iMac, à la rigueur, il suffirait juste de changer la prise sur la carte mère, mais ça n'a pas d'intérêt flagrant à court terme. Pourtant, moi, je vois un intérêt. Ouais, Guillaume. Bah, vu comment on s'enquiquine à chaque fois à mettre les périphériques à l'arrière de l'iMac et que les ports USB, on sait jamais dans quel sens les mettre, comme l'USB-C, c'est le même connecteur que tu peux mettre dans n'importe quel sens, bah là, au moins, tu te gourrerais pas au moins sur le sens de ton connecteur USB. Donc, ça a au moins un avantage. C'est vrai. J'acquiesce. Mais sachant que, voilà, en plus, c'est vrai que, par exemple, sur le design, Apple, qui est la société qui mise sur le design, sur l'ergonomie des produits comme l'iMac, le fait que tous les ports soient à l'arrière et ne soient pas déportés, et ben, quand tu veux juste brancher une clé USB, des fois, c'est juste une galère, alors que bah, tu te dis, c'est con, j'aurais branché une clé USB, si je pouvais le mettre sur le côté facilement, ce serait bien. Aujourd'hui, tu peux pas le faire, tu es obligé de faire des contorsions, etc. C'est un peu dommage, quoi. Donc bon, mais je suis d'accord avec Lionel sur le fait, comme il dit, aujourd'hui, ce à quoi Apple va, c'est, comme pour ses portables, c'est un morceau de verre, grosso modo, c'est ça, c'est une table en verre, c'est que ça soit transparent, que l'information soit transparente à travers l'écran. Après, plus de design, c'est aussi le moins de design possible, hein, comme disait Dieter Rams, hein, donc why not? Bon, je crois qu'on a fait à peu près le premier tour sur ces nouveaux iMac. On va parler du reste de l'actu matérielle, puisqu'il y a aussi des nouveaux produits du côté des périphériques. Et peut-être que je vais passer la main à... Je pense qu'Eli est bien chaud là sur les périphériques. Voilà. Clavier, souris et trackpad. À toi, Eli. Bon, eh bien, Apple a annoncé donc un nouveau clavier sans fil, un nouveau trackpad, Magic Trackpad 2, et une nouvelle souris. Alors, quoi de neuf? Eh bien, le clavier a toujours des touches, il est toujours Bluetooth, mais maintenant, il se recharge grâce à une prise Lightning. Donc, c'est plutôt bien. A priori, la charge est censée tenir minimum 1 mois. Donc, avec un câble USB Lightning, ben, on peut recharger son clavier quand on le souhaite. C'est la seule nouveauté du clavier et du coup, évidemment, le prix a légèrement augmenté, voire même pas mal. La nouvelle souris, eh ben, a priori, elle a une meilleure ergonomie, dit Apple. C'est toujours une souris Bluetooth, mais elle se charge aussi grâce à un connecteur Lightning, grande surprise, mais qui est placé de façon un tout petit peu curieuse et on va en parler. Et pour finir le trio, eh bien, il y a un nouveau trackpad, ça c'est peut-être la grande nouveauté, le Magic Trackpad 2, qui est un trackpad en format 16/9, on va dire. Il est plus large, il a du Force Touch, enfin, donc Force Touch pour les machines de bureau. Et pour parachever les surprises, il se charge par un port Lightning USB, ce qui fait que si vous voulez charger les 3 en même temps, vous n'avez plus de port USB, mais je pense que quelqu'un va nous sortir un adaptateur multiprise assez rapidement. Ouais. Voilà. Et les prix, on pourra en parler parce que c'est plutôt la surprise. C'est pas les specs, c'est les prix. Oui. Tous les prix montent, tous les prix augmentent. Oui, surtout celui du trackpad. Ouais. Ça devient carrément délirant. 149 €. Ouais. À ce prix-là, je prends un iPad. C'est impressionnant. 149 € juste pour cette surface tactile. J'en ai pas là, mais c'est l'alternative à la souris, quoi. Hein. Alors attention, il y a la surface tactile, mais elle est doublée d'une technologie qu'on n'a pas sur les machines, sur d'autres trackpads, qui est le Force Trackpad, enfin le Force Touch. Donc il l'appelle pas 3D Touch maintenant, officiellement. Voilà, Force Touch, je sais plus. Donc 3D Touch, c'est uniquement sur l'iPhone. Ouais, c'est d'accord. Voilà. Donc le prix peut être expliqué là-dessus, simplement sur le fait que voilà, il y a une augmentation due au fait que maintenant il gère la pression, et différents niveaux de pression sur le trackpad. Juste quelques commentaires par rapport au clavier. Donc le clavier, il faut savoir qu'en plus la plus grosse nouveauté, c'est que ils ont maintenant utilisé une nouvelle police dessus, qui est la police San Francisco, qui est la police de El Capitan. De ce que j'ai vu d'ailleurs, il faut El Capitan, je crois, pour certains de ces appareils. Donc, il faudra vérifier. Je crois que pour le trackpad, par exemple, le El Capitan est obligatoire. Notamment le trackpad, oui. Et il faut en plus du Bluetooth version 4. Donc, il ne faut pas n'importe quelle version de Bluetooth. Si vous avez un Mac un peu trop vieux, ça ne marchera pas.
Moi, juste quelques commentaires là-dessus aussi. Donc, le clavier me semble assez sympathique. Franchement, il a l'air assez chouette et j'aime bien. J'aime beaucoup en général les claviers Apple parce qu'ils sont plutôt plats et que quand on a des problèmes de tendinite et autres, le fait que le clavier soit très plat, qu'on n'ait pas besoin de bouger trop les mains, c'est plutôt un bon point. Sur le trackpad, alors. Je vais juste faire un petit commentaire, c'est que moi mon problème c'est qu'Apple c'est une société qui est capable de faire les meilleurs trackpads du monde je pense, mais qui est aussi capable de faire les pires souris du monde et ça je comprendrai jamais pourquoi. Pourquoi tu dis ça Guillaume ? Parce que ça fait depuis à peu près 15 ans qu'on sait que les souris Apple sont pas des bonnes souris en termes d'ergonomie, elles sont très faillibles à mon goût. Enfin, je trouve à mon goût, mais par exemple, moi, depuis des années, voilà, je ne vais pas faire de pub, mais bon, ça n'a jamais été une souris Apple. Par contre, les trackpads ont toujours été fantastiques. Si tu compares les trackpads des portables Apple par rapport à ceux de la concurrence sur PC, enfin, il y a toujours eu 15 longueurs d'avance. Tu peux travailler toute la journée sur le trackpad de ton Mac sans aucun problème. C'est quasiment infaisable sur la plupart des PC du marché. Ouais. Donc, ça m'étonne toujours un peu, si tu veux, cette dualité entre les souris Apple. Moi, je me souviens par exemple de la Magic Mouse, qui était sortie à l'époque, la Mighty Mouse, même elle s'appelait à l'époque. Qui était la première souris avec la petite molette dessus, là, un petit bouton dessus. Et je l'ai acheté, je l'ai revendu au bout d'une semaine parce qu'elle était juste inutilisable à mon goût. Même les fonctions spéciales d'OS 10, c'était très difficile à utiliser. Enfin, j'ai toujours trouvé cette souris catastrophique. Et en plus, dans le temps, elle dure très mal, les roulettes s'encrassaient. Enfin, c'était pas des bons produits. Pour moi, Apple, au niveau des souris, ils ont un souci. Et je ne sais pas pourquoi ils ont ce souci-là. Elle était quasiment indémontable. Pour nettoyer la molette, il fallait tout casser et recoller à la superglue. C'est un enfer. Ou alors, il fallait vraiment retourner la souris, presser comme un citron, puis essayer d'espérer que les... Non, mais en fait, là où tu te trompes, Guillaume, c'est pas les souris d'Apple qui ont des problèmes. Ce sont les mains humaines qui ont été mal faites. Ne critique pas Apple, s'il te plaît. Voilà. Nous avons des mauvaises mains. Oui, Apple a des bonnes souris. Voilà, c'est l'argument de Johnny Ive. Tu me fais penser à un acteur américain qui a toujours raison, c'est ça. Alors, par contre, juste un petit truc par rapport à l'autonomie. L'autonomie annoncée quand même assez élevée, puisqu'Apple dit un mois. Seule charge. Ouais. Par exemple, la souris peut tenir un mois, alors c'est toujours le souci. Et c'est vrai que la question, c'est pourquoi le port Lightning est sous la souris. Alors, je sais pas si tu as une photo à montrer de la souris, mais le port Lightning, en fait, est vraiment. J'en ai une quelque part. Pas sur le côté, comme on pourrait penser. Alors c'est vrai que l'argument, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est incroyable, alors ça veut dire que quand tu veux la charger, alors bon, normalement je vais mettre un bémol là-dessus, c'est que normalement quand la souris n'a plus de batterie, elle vous prévient quand même un minimum avant. Grosso modo, vous avez je pense 5-6 jours pour la recharger avant qu'elle soit vraiment épuisée, donc si vous ne l'avez pas fait, vous avez qu'à vous en prendre à vous. Et ensuite, normalement, selon ce que dit Apple, 2 minutes de charge assure 1 heure 2 minutes de charge, donc assure 1 heure d'utilisation. Donc ça va, vous mettez la souris à charge pendant 2 minutes, vous allez vous prendre un café. Au pire, en cas de besoin urgent, vous pouvez toujours la mettre à charger voilà. 1 minute. Lionel. C'est un produit Apple, ça me gêne de le mettre à l'envers, je vais l'abîmer. Oui. Ils auraient dû faire un socle spécial en mousse pour qu'on puisse la poser à l'envers. Un sale dessus toute la journée, donc tu vas l'abîmer forcément avec tes microbes. Voyons. Il y a juste une chose, si vous permettez, que je voudrais ajouter sur la souris. Le fait de la connecter à l'ordinateur en Lightning sur les versions les plus récentes fera qu'elle sera automatiquement appareillée. C'est valable pour les 3 appareils. Clavier, souris, trackpad. Il n'y aura même plus besoin de se casser la tête à faire des recharges Bluetooth. Ça, c'est bien, parce que sur certains claviers, c'est parfois une galère. Enfin, sur les claviers Bluetooth, parfois, c'est une galère de l'appairer à nouveau avec son Mac. Donc voilà, si vous deviez faire votre palmarès de l'accessoire qui vaut le coup là, sur les 3 qui ont été annoncés, qu'est-ce que vous diriez ? Le trackpad, éventuellement. Ah oui, t'as raison, c'est le plus cher. C'est aussi mais en même temps, il vit à San Francisco. Le plus intéressant, moi, ce qui m'étonne beaucoup face à ces accessoires, on parlait tout à l'heure de l'iMac qui s'est pas renouvelé. La souris, sauf erreur, elle a plus de 5 ans. C'était quand même plus simple, à mon avis. Enfin, ils ont eu le temps de réinventer une souris, reprendre exactement la même avec les problèmes d'ergonomie que soulignait Guillaume, pour juste mettre un port Lightning en dessous. C'est un peu curieux. C'est dommage qu'Apple n'ait pas pris le temps de repenser une souris. Enfin, sachant que moi, j'utilise plus de souris depuis des années, mais je sais que ça peut plaire à certaines personnes. Sachant que, par exemple, le trackpad, donc le nouveau, $129 aux US, donc il faut ajouter 10% de taxes pour avoir l'équivalent, et donc 149 € en France. Hein.
Le change n'est toujours pas très favorable, hein. D'ailleurs, on a des messages sur Twitter et je vous salue d'ailleurs, vous tous qui êtes en train de nous envoyer des tweets dans tous les sens. Je suis un petit peu à la bourre là, sur les tweets. Joël nous fait remarquer que le dollar rebaisse, ça va peut-être améliorer les choses, dit-il. Est-ce que tu as des signes avant-coureurs de ce côté-là, Elie ? Non, je crois pas. Apple réagit assez vite en cas défavorable, mais baisser les prix, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça. Hein, donc non, je crois pas. Baisser les prix. On a un autre message. C'est Laurent Fontalba qui, je pense, c'est de l'humour. Hein. Il pose la question, les prix baissent des fois chez Apple avec 8 points d'interrogation derrière. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est vrai. C'est déjà arrivé. Ça arrive tu peux de temps en peut-être temps. montrer le clavier, puisqu'on en a parlé. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 rangées de plus qu'un clavier Bluetooth de génération précédente. Alors, je le cherche. Tu l'avais Non, tout à l'heure, parce qu'au-dessus de l'AZERTY ou du QWERTY, il me semble qu'il y a 2 rangées plutôt qu'une. Non, c'est toujours une. Non, il y a le... Où la photo n'était pas bonne quand j'ai vu tout à l'heure. Il y a toujours le bouton d'éjection, toujours pas. Non, toujours c'est les mêmes qu'avant. Non, d'accord, bon, alors c'est moi qui... Non, au prix, au nombre de touches... non, par contre, la différence, c'est que le clavier est touches de plus fin en fait, sur les côtés, les bords sont plus fins, et surtout, donc de toute façon, en même temps, les touches sont plus fins, et surtout, les touches de fonction sont devenues des touches carrées. Avant, c'était un peu rectangulaire, là, elles sont beaucoup plus hautes, en fait. Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça aussi, je pense que ça fait cet effet-là. Bon, bah voilà, on a fait le tour de cette actu du jour, hein, qui a quelques heures, puisque l'annonce a été faite au milieu d'après-midi, l'arrivée de ces nouveaux iMac. La dispo, juste, est-ce que c'est une dispo immédiate pour tous les modèles ? A priori, oui. Oui. Ouais. Donc, deux infos qu'on a. La première, c'est que Apple a un programme automatique pour certains revendeurs qui s'appelle le Fast Ship, où en fait, ils livrent des produits pour qu'on les ait au lancement. Et donc, il semblerait que les unités de lancement soient parties, c'est-à-dire que probablement on les aura demain matin. Il n'y en a que quelques-unes, mais ce sont des unités qui servent et à la démo et aux premières ventes. Donc, celles-ci sont parties. Et je pense que la plupart des accessoires sont concernés aussi. Donc, on va les découvrir, j'espère, dès demain matin. D'accord. L'autre bonne nouvelle sur les accessoires, oui. On n'en a pas parlé, c'est que l'Apple TV, l'Apple TV qu'on attend impatiemment, va arriver apparemment plus vite que prévu. Puisqu'il semblerait qu'on l'attend pour les jours qui viennent, même s'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Mais il semblerait que ça va être plutôt mi-octobre que fin octobre. Et ben voilà une bonne nouvelle pour ceux qui attendent ce nouvel Apple TV avec son App Store à lui. On va marquer une petite pause dans cette iWeek et on va revenir ici en studio en direct dans un instant. Envoyez-nous vos questions, vos messages pour Lionel McBidouille si vous êtes des lecteurs, si vous suivez le site depuis longtemps. Ça doit vous faire bizarre de mettre un visage sur ce prénom. iWeek TV sur Twitter, c'est le hashtag à utiliser. On se retrouve tout de suite dans iWeek, on est en direct. Merci. Voilà, on est ensemble encore pendant une bonne demi-heure sur Watch TV avec Lionel Koskas, le fondateur de MacBidouille. Lionel, je disais tout à l'heure, c'est un site assez particulier dans le paysage des sites web consacrés à l'univers Apple. Beaucoup de gens, alors on va tordre le cou à des idées reçues, beaucoup de gens pensent que les sites consacrés à l'univers Apple sont des sites sponsorisés, payés par Apple, etc. C'est pas du tout le cas. Hein. Non, c'est presque le contraire. Ouais. Moi, personnellement, je suis banni par Apple, donc la question ne se pose même pas. Mais non, Apple, aujourd'hui, consacre beaucoup plus d'énergie à convaincre certains grands médias américains en particulier de parler de ses produits et considère que tous les autres sites qui sont des sites Apple leur sont acquis et donc ne font absolument aucun effort pour eux. Vous lisez MacBidouille, les amis Guillaume, Jean-Christophe, Elie. Bon, Elie, évidemment, on a compris. Bien évidemment, c'est mon site de référence, sans doute. Quelle est la place de MacBidouille, selon vous, dans la galaxie des sites consacrés au Mac, en France et ailleurs d'ailleurs ? Pour moi, il fait partie des incontournables. Il y en a quelques-uns, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Mais aujourd'hui, si tu cherches de l'info et si tu es fan de Mac, tu es obligé de passer par là, dans l'ordre ou le désordre, mais tu es obligé de passer par là. Ouais. Jean-Christophe, toi qui es loin, tu es à San Francisco. Justement, alors je lis beaucoup, alors pour des raisons personnelles, MacG principalement, mais aussi MacBidouille, pour avoir un bout de France, pour avoir des informations locales que je n'ai plus ici.
Voilà, c'est pour maintenir le lien avec la France, ça c'est pas mal. Voilà la home de Mac Bidouille en ce mardi soir. Bon, évidemment, l'info sur les nouveaux iMac et les périphériques est en tête. On voit que c'est un site qui, évidemment, s'intéresse à l'univers Apple, mais tu t'intéresses à des sujets qui vont au-delà aussi. On voit la deuxième news, c'est sur la voiture autonome. Donc, c'est pas de l'Apple pure souche. Écoute, Apple va bien sortir un de ces jours une voiture autonome. Donc, je suis, en résumé, à titre personnel, parce que ça m'intéresse, toute l'actualité électronique grand public, quelle qu'elle soit, et pas seulement dans le monde Apple. Et j'essaie de ramener un petit peu les choses dans le monde Apple quand les choses s'y prêtent. Maintenant, j'ai commencé à parler de SSD bien avant qu'Apple ne commence à en intégrer dans ses machines, de graveurs de DVD bien avant qu'Apple. Donc, c'est la technologie qui m'intéresse. Et ensuite, étudier à partir de là les choix stratégiques d'Apple qui peuvent suivre la tendance et de plus en plus souvent la créer, quitte à tordre le cou à certaines choses pour que l'avenir change en fonction de ce qu'ils veulent. Alors, c'est toujours il y a toujours un écart assez important, plus ou moins important d'ailleurs, entre ce qu'on imagine et la réalité. On a un tweet là, à nouveau de Laurent Fontalba qui va me permettre d'y venir. Et Laurent te demande combien de personnes travaillent chez Mac Bidouille. En fait, nous sommes très peu. Si c'est pour le contenu rédactionnel, je suis pratiquement le seul. Maintenant, il y a beaucoup de monde autour qui ne gagne pas d'argent et donc qui donne des coups de main en fonction des besoins pour que le site soit un site, c'est-à-dire qu'il y ait un hébergement, qu'il y ait des développements, des choses comme ça, mais ça reste un peu blog au point de vue du contenu rédactionnel. Ce qui a un avantage, c'est que tu parlais de bientôt 15 ans de Mac Bidouille, le ton n'a pas beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Et alors, sans trahir un secret à Lionel, on se connaît depuis... quasiment depuis la création du site, je pense, parce que moi je travaillais dans la presse Mac à l'époque. J'espérais que tu aurais gardé cet article que j'avais fait, ce portrait que j'avais fait de toi et cette photo que j'avais faite de toi. Alors, tu travailles dans un milieu dont on n'a pas le droit de faire la publicité, mais tu as un métier qui a des années-lumière de Mac Bidouille. Oui et non. Oui et non. Oui, il y a des années-lumière parce que je suis professionnel de santé, mais tous les jours, j'utilise mes deux mains pour travailler, j'ai besoin de précision. Le fait que j'étais bricoleur avant m'a aidé dans ma profession, et le fait que j'ai dû développer ma dextérité dans ma profession m'a aidé à aller faire des soudures sur des cartes mères et des choses comme ça. Voilà. Je ne voudrais pas le dire à ta place, mais c'est quoi ton métier, Lionel ? Alors, pour pas que je me fâche avec le Conseil de l'Ordre, je suis docteur en chirurgie dentaire. Voilà. Donc moi, je vais le dire, tu es dentiste. Hein, donc on avait fait cette photo avec l'un des premiers portables Mac qui était ton patient en fait sur ton fauteuil. Voilà. Et donc Mac Bidouille, c'est quand tu ne travailles pas dans ton cabinet médical, finalement c'est ton deuxième métier, quoi. Oh, non, c'est pas un métier, ça reste un plaisir, sinon j'aurais arrêté parce qu'il n'y a pas grand chose à gagner à part des soucis. Mais attends, le nombre de news que tu postes là, par exemple, là, il y en a quoi ? Il y en a entre 5 et 10 par jour. Oui, non, ça me prend encore beaucoup de temps chaque jour. Il faut le temps de les écrire. Il faut le temps de les écrire, mais comme je dis souvent, j'ai vu mes enfants grandir par des rétroviseurs sur le côté de mes écrans, donc ils m'en veulent pas. Mais si je me retourne, ils me reconnaissent pas. D'accord. Bon, en tout cas, on vous conseille macbidouille.com si vous êtes passionné par l'actu Apple. Vous y trouverez un regard différent sur cette actu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent pas forcément ton positionnement. Beaucoup pensent que tu es un rebelle, ce qui n'est pas vraiment le cas. Tu cherches juste à creuser les sujets, parfois les moins politiquement corrects. J'essaye, ce qui est très difficile, d'être objectif dans le monde Apple qui est très subjectif. Pour certains, parfois j'en ai un peu peur, ça ressemble presque à une religion. Mais j'essaye de voir les choses larges. Si je critique Apple, c'est pas pour dire du mal d'eux, c'est parce que je voudrais mieux d'eux. Si je dis du bien d'un produit de quelqu'un d'autre, c'est que je regrette que ce soit pas Apple qui l'ait proposé. J'aime les produits Apple. La société en elle-même, j'ai pas vraiment de raison de l'aimer, mais les produits, je les apprécie. Mais si je les ai appréciés, c'est pas par aveuglement, c'est parce que, au moins à une période de ma vie, j'ai considéré que c'était ceux qui correspondaient le plus à mes attentes. Et dans la plupart des cas, c'est encore vrai aujourd'hui.
Voilà. Benjamin, oui. je peux rajouter un petit truc. Bien sûr, Guillaume. Alors, c'est vrai que moi, je connais Lionel depuis longtemps. On a eu parfois des petites prises de bec plus ou moins virulentes sur différents sujets. Enfin, voilà, c'est connu dans le milieu du monde Mac, dans le microcosme Mac. Mais il faut quand même que je lui rende un hommage, c'est qu'il a su fédérer une communauté. Ce que moi, j'ai jamais su faire. Par exemple, j'ai eu un site qui a pas mal marché à une époque. J'étais plutôt près d'Apple, donc c'est vrai qu'on a eu toujours des bisbis parce que lui avait... moi, j'ai une relation plus commerciale avec Apple puisque je travaillais dans mon environnement Apple directement en tant que formateur et autres, donc c'était un peu plus compliqué. Mais je dois avouer que Lionel a eu une capacité à savoir fédérer une communauté, ce que moi, comme je vous dis, je n'ai pas su faire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et il a raison de signaler que parfois... il faut faire attention à ce que cette communauté ne devienne pas du sectarisme. C'est dans le milieu Mac, moi j'ai peur des fois de voir un peu comment les gens réagissent par rapport à Apple. On apprécie les produits, mais il faut aussi savoir garder la tête froide et se dire que Apple n'est pas une société géniale sur tous les points. Loin de là, elle est critiquable, elle doit être critiquée. On le fait ici sur iWeek et je pense que c'est une très bonne chose. Lionel le fait. Alors, la question, j'ai pas répondu tout à l'heure sur le fait que est-ce que je lis MacBidouille ou pas. Je lis pas et c'est essentiellement souvent par du manque de temps ou parce que les infos me reviennent par ailleurs, donc je lis pas spécialement le site. Mais je pense que ce qu'on voit pas sur le site, par exemple sur MacBidouille, c'est toute la partie forum où les gens s'entraident, etc. Ça, il a su le mettre en place, il a su l'animer et pour ça, moi, je lui tire mon chapeau. Ouais, c'est énorme. Moi, j'aurais pas su le faire. Ouais. Et il faut rappeler une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça semble tout à fait banal, mais je pense qu'on peut dire que tu as été le premier à faire du suivi de keynote, en mettant en œuvre d'ailleurs des serveurs, enfin des systèmes. Ça a été la plus grande. Ça a été une des plus grandes aventures de MacBidouille. On a dû être. Je veux pas être méchant, mais je pense on a dû être parmi les premiers à vouloir faire un live de keynote. Quelque chose que maintenant tous les sites font. Vous allez sur n'importe quel site internet un soir de keynote, vous avez droit aux commentaires en direct. Même sur iWeek, on le fait. Même nous, on le fait. Et ça a été au départ un enfer parce que on n'avait pas pris en compte l'explosion du trafic que ça pourrait générer. Et on a dû démultiplier. Une idée de. Je peux pas te donner d'idée, sauf que le site tombait au bout de 3 minutes. Donc, et chaque fois qu'on rajoutait des ressources, le site tombait quand même. On a été obligé de dépenser des fortunes qu'on n'avait pas, avec quelques investissements personnels, pour arriver à tenir à peu près un peu plus longtemps. Ouais. Alors maintenant, la question ne se pose plus, puisque maintenant, tu peux payer des ressources très facilement grâce au cloud. Mais ça a été des sacrées aventures. Je me rappelle, la première keynote que j'ai dû faire en direct, c'était la dernière keynote que Steve Jobs ait jamais faite à Paris. C'était l'annonce d'un des Power Mac. Et c'était presque une révolution à l'époque, puisque Internet, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas le cube au Palais des Congrès, non ? C'était au Palais des Congrès. Ils nous avaient baladé en bus de l'Apple Expo. Mais... Non, c'était les premiers Power Mac G4. Ouais. C'était les premiers Power Mac G4. Et c'était à l'époque, je crois que j'avais dragué SFR pour qu'ils me prêtent une carte qui n'était pas encore 3G à l'époque pour faire du live depuis le truc. Et il fallait le faire en cachette parce qu'il y avait des gars qui surveillaient que personne ne faisait des commentaires vers l'extérieur. Maintenant, Apple, la question ne se pose plus. Ils fournissent un Internet très haut débit à tous les journalistes pour qu'ils fassent du stream en direct. Ouais. Et même Apple stream, c'est direct. Ce qui a enlevé un grand intérêt au live, en tout cas pour les Américains. Nous, au moins, on assure une traduction. Bon voilà, macbidouille.com, on vous le recommande. Moi je lis ton site depuis qu'il existe et c'est un super boulot, d'autant que c'est, voilà, on l'a compris, c'est un boulot qui tient beaucoup de la passion et beaucoup moins d'une approche, on va dire, commerciale, parce que je suis pas sûr que tu gagnes d'argent avec Macbidouille, Lionel. Non. Hein, ou très peu, on va dire. En tout cas, pas à la hauteur du temps que tu y passes. Voilà, et on va se retrouver dans un instant comme prévu avec Jean-Christophe qui a dû nous quitter parce qu'il avait un rendez-vous à San Francisco. On va se retrouver pour dire un mot de Steve Jobs, le film qui vient de sortir dans 4 salles aux États-Unis. Et puis on reviendra aussi sur Adobe Max, sur l'iPad Pro sur scène pour la première fois, en dehors d'une keynote Apple évidemment, et quelques bribes d'actu Apple. À tout de suite. Et oui, Lionel, c'est bien quand ça marche. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Donc, Steve Jobs, le film, vient d'arriver dans 4 salles aux États-Unis. Je suis vert parce que j'étais à 2 doigts de pouvoir le voir à Los Angeles, mais c'est raté. Ce que je vous propose, les amis, c'est que plutôt que de découvrir la bande-annonce que vous avez déjà vue, qu'on a déjà montrée dans iWeek, je vous propose de voir un extrait du film.
un peu plus de 2 minutes. C'est une scène entre Steve Wozniak et Steve Jobs. Ça se passe au moment du lancement du Cube de Next. Et Woz est en train d'essayer d'expliquer à Jobs qu'il fait fausse route et qu'il va connaître un échec. Voilà à quoi ça ressemble. I was angry. You were saying things about the Apple II and the way you were treating the team. Was. You get a free pass for life. I gotta get back on stage. We got like 2 minutes of rehearsal time left. Do you understand how condescending that just was? What? I mean, maybe you don't. I don't want to see you get dragged off. And I get a free pass for life from you. You give out the pass. You give them to me. You're gonna have a stroke, little buddy. What did you do? What did you do? Why has Lisa not heard of me? Man, how many fourth graders have heard of you? You can't write code. You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen from Xerox PARC. Jeff Raskin was the leader of the Mac team before you threw him off his own project. Everything, someone else designed the box. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? I play the orchestra. And you're a good musician. You sit right there. You're the best in your row. I came here to clear the air. Do you know why I came here? Can you just answer that? I came here because you're gonna get killed. Your computer's gonna fail. You had a college and university advisory board telling you they need a powerful workstation for $2,000 to $3,000. You priced Next at $6,500, and that doesn't include the optional $3,000 hard drive, which people will discover isn't optional because the optical disc is too weak to do anything, and the $2,500 laser printer brings the total to $12,000, and in the entire world, you are the only person who cares that it's housed in a perfect cube. You're gonna get killed. And I came here to stand next to you while that happens, because that's what friends do. That's what men do. I don't need your pass. We go back, so don't talk to me like I'm other people. I'm the only one that knows that this guy here is someone you invented. I'm standing by you because that perfect cube, that does nothing, is about to be the single biggest failure in the history of personal computing. Tell me something else I don't know. Voilà, Steve Jobs, le film sorti dans 4 premières salles, hein, avec un début incroyable apparemment. C'est un des meilleurs démarrages dans ce type de configuration. 4 salles seulement. Il arrive dans toutes les salles américaines le 23 octobre et il faudra attendre le 6 janvier pour le voir en France. On en a dit un mot au début de l'émission, les amis. Est-ce que vous avez envie de le voir, ce film ? Oui, ça donne envie en tout cas. Ça a l'air sympa. Hein. Je suis partagé. Ouais, Guillaume ? Moi, je suis partagé. Alors, parce que tout le monde avait fait une critique dithyrambique du précédent film tiré du script de Aaron Sorkin, donc, qui avait écrit Social Network, et que moi, j'avais trouvé fatigant parce que très verbeux, et voilà. Enfin, mais bon, je suis peut-être passé à côté du film, je sais pas. Enfin, voilà. C'est peut-être le problème de regarder un film avec l'iPad à côté en permanence aussi. Moi, je suis partagé entre deux choses parce que j'ai regardé un peu les critiques autour. Donc, il y a d'un côté des critiques qui disent c'est vraiment un super film dans le sens objet cinématographique. De l'autre côté, il y a beaucoup de critiques aussi pour dire le problème, c'est que c'est un film sur Steve Jobs, mais c'est pas forcément Steve Jobs dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de faits qui seraient plus ou moins réécrits, réorganisés, voire complètement inventés. Alors, il a le soutien de Steve Wozniak, qui a été un petit peu un conseiller sur le film, enfin, qui a travaillé comme conseiller sur le film, mais il a également été particulièrement démonté par l'épouse de Steve Jobs, le feu Steve Jobs, par Tim Cook, par Johnny Ive. Et d'une des critiques qui revient souvent, c'est que la personne qui est montrée dans le film, c'est pas forcément quelqu'un avec qui nous, on aurait apprécié de bosser. C'est-à-dire que les gens qui ont bossé avec Steve Jobs disent nous, on n'a pas pu bosser avec ce type-là. Guillaume, tu sais justement, puisque tu parles de Johnny Ive notamment et de ses réactions des proches, et bien justement Johnny Ive, je te propose de l'écouter. C'était il y a quelques jours, il participait à un symposium organisé par Vanity Fair aux États-Unis et justement on lui a posé la question, on lui a demandé de réagir à la sortie de ce film. Écoutez ce qu'a dit Johnny Ive, donc le père de l'iMac, de l'iPhone, de l'iPad, etc. Yeah, there's an awful lot I can say. I haven't seen the film. I've talked at length with friends, both of Steve and of me, who have seen the film. I just think that there is
I don't know, this is a sort of a primal fear of mine. This touches quite deep, I think, for me, in that how you are defined and how you are portrayed can be hijacked by people with agendas that are very different from your close family and from your friends. And I don't really know what more to say, you know, but there are sons and daughters and widows and very close friends who are completely bemused and completely upset. And yet again, we're celebrating, we are remembering Steve's life, and at the same time, beautifully choreographed is the release of a movie, and I don't recognize this person at all. And I'm sorry to sound a bit grumpy about it, but I just find it ever so sad. Because, you know, he had his triumphs and his tragedies like us all. Unlike most of us, he's having his identity described, defined by a whole bunch of other people. And I think that's a bit of a struggle personally. Voilà, Johnny Ive, donc le vice-président d'Apple en charge du design. Lionel, réaction à la fois à l'extrait et à la réaction de Johnny Ive? Je voudrais dissocier deux choses. Le film, je le verrai probablement, et ce qui me plaira ou pas, ça dépendra de la qualité cinématographique du film, plus que de l'histoire qu'il raconte, parce que vu que je ne sais pas si elle est vraie, si elle est romancée, j'aurai du mal à avoir un jugement objectif. Par contre, à mon avis, ce qui gêne plus généralement les dirigeants d'Apple, c'est qu'ils sont dans une situation où Steve Jobs est mort, il faut le commémorer juste assez pour qu'on se rappelle ce qu'il a fait parce que ça rend service, et en même temps, il faut le tuer un petit peu parce que sinon Tim Cook n'est rien. Tim Cook, c'est celui qui a pris la suite de Steve Jobs. Donc, ce genre de film qui va redonner une image de lui, qu'elle soit favorable ou pas favorable, va surtout le remettre en lumière, alors que les gens d'Apple ont fait de très gros efforts, surtout depuis un peu plus d'1 an, pour faire oublier Steve Jobs. Et Tim Cook a presque réussi. Il a commencé à exister, à épouser des causes, à suivre des œuvres caritatives, à faire des choses. Il a commencé à devenir, non pas juste le patron par intérim d'Apple, mais le patron d'Apple, et à devenir quelqu'un en dehors d'être le gérant d'Apple. Et ce film, qui remet Steve Jobs sur le devant de la scène, ne peut que le gêner lui, ne peut que gêner Ive, ne peut que gêner les autres. C'est un vrai problème. Ils ont rappelé que le boss n'était pas très loin et que son fantôme était encore là. C'est un bon point de vue. Ouais, j'aime bien ton analyse. Non, j'aime bien ton analyse parce que c'est vrai qu'il y a toujours. J'ai râlé il n'y a pas longtemps sur le côté Steve Jobs. Voilà, mais Steve Jobs était encore vivant, mais il est mort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Tim Cook essaie d'apposer son empreinte sur Apple. Aujourd'hui, on peut plus dire que l'Apple d'aujourd'hui, ce soit l'Apple de Steve Jobs, parce que maintenant, effectivement, ça fait 4 ans qu'il est parti et Tim Cook a pris les rênes et a montré une stratégie très différente en termes de communication. Par exemple, puisqu'Apple est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'a été à une époque, qu'elle communique beaucoup plus sur le côté écologiste, par exemple, sur le travail, enfin comment les gens travaillent chez eux, enfin, etc. C'est des points sur lesquels Steve Jobs, à la limite, ça l'emmerdait plus qu'autre chose. Et Tim Cook, lui, il a mis vraiment ces valeurs-là devant la scène. Et c'est ça aussi son empreinte. Et là, comme tu le dis, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'au moment où Tim Cook prend de l'ampleur, on le voit dans les médias, il s'impose un peu partout, il impose son image, bam, on lui balance un film à la mémoire de Steve Jobs dans les pattes et démerde-toi avec ça. Et en plus, le film... Alors, c'est ce que je regardais les critiques. En termes de critiques cinématographiques, les critiques sont bonnes. Sont très bonnes. Elles sont bonnes. Très bonnes. C'est pour ça que je suis partagé parce que moi, j'ai peur parce que je vais pas dire que je suis un fan de Steve Jobs. J'ai tempéré. Il a ses qualités. Il avait ses énormes défauts, c'était quelqu'un de très entier, il avait son caractère de merde, il avait ses idées géniales. Mais c'est quelqu'un auquel il faut s'intéresser, je pense. Et il faut s'intéresser pour comprendre Apple de toute façon. Par contre, je sais que je vais être partagé entre l'objet filmique, l'objet cinématographique, qui va être sûrement très bon, puis j'aime beaucoup Fassbender comme acteur, il y a plein d'acteurs sympas dedans. Mais après, il va y avoir mon esprit qui va être aussi critique sur comment les faits vont être transcrits. Pour les gens qui ne sont pas fans d'Apple, qui ne s'intéressent pas plus que ça à la société, ils vont juste trouver que le film est très bon et voilà, ça n'a pas plus les déranger que ça. Par contre, il y a un danger, c'est qu'ils prennent l'information qui est dans le film comme étant l'information réelle.
C'est-à-dire que ce qu'on nomme Steve Jobs, les gens l'analysent comme une biographie, même si les réalisateurs sont là pour dire non, c'est pas une biographie, c'est notre analyse, etc. Mais quand on regarde le film, le réalisateur, il n'est pas à côté de vous. Il n'est pas là pour vous dire. Alors attention, moi ce que j'ai voulu dire, c'est pas la réalité forcément. Le film est quand même censé être tiré de la biographie d'Isaacson, qui était la biographie souhaitée par Steve Jobs. Hein. Alors c'est ce que je disais au début, c'est que la biographie, elle était souhaitée par Steve Jobs. Mais il y a énormément eu de critiques sur cette biographie qui expliquaient qu'en fait que Isaacson, en mettant sa propre analyse derrière dans son bouquin, il est passé aussi énormément, il est assez souvent passé à côté de certains aspects de Steve Jobs. Il est vraiment passé à côté, il a très mal analysé certains points. Par exemple, le fait que pour Steve Jobs, le logiciel était très important, pour Isaacson, pour lui, c'est quelque chose d'accessoire. Lui, il fait passer le fait que Steve Jobs, grosso modo, faisait du hardware. Alors que Jobs était aussi un passionné de logiciel. Ce sont des aspects qui sont passés à côté. Et la biographie d'Isaacson a été aussi crucifiée par l'épouse de Jobs, qui a dit c'est pas ce que moi je reconnais encore une fois dans mon époux, c'est pas ce que j'ai vu dans ce bouquin. Donc c'est très ambigu si tu veux, c'est très ambigu parce qu'effectivement c'est quelque chose qui s'appuie sur la biographie officielle de Jobs, mais peut-être que Jobs, s'il avait été là, il aurait été plus critique que ce qu'on pourrait croire sur ce bouquin. Ellie, ton avis à la fois sur l'extrait et sur la réaction de Hive et plus globalement sur le film tel que tu le vois arriver? Écoute, j'ai un peu de mal à identifier les personnages. Il y a eu des efforts. J'ai trouvé dans le film précédent, il ressemblait un peu plus à Jobs. Il avait fait un énorme effort de maquillage, en tout cas. Sinon, oui, c'est un film que je verrai et on en reparlera une fois que je l'aurai vu. Si un jour vous venez à Nice, je vous montrerai. Bon, c'est vrai que Steve Jobs est un de mes modèles et donc dans ma bibliothèque, j'ai 1300 et quelques bouquins. C'était avant l'arrivée de l'iPad, hein, donc j'ai beaucoup de livres papier. J'ai un pan de mur entier sur Steve Jobs. C'est-à-dire que j'ai lu et j'ai tout ce qui a été écrit sur Steve Jobs, par les uns et par les autres. Donc, je vais voir un tout petit peu et donc j'ai des multiples avis sur Steve Jobs. Et en plus, c'est une période de ma vie que j'ai vraiment... C'est ma vie professionnelle. Donc, Apple, j'ai vécu ça de très, très près. Et à l'époque, plus Apple était petite, plus on était proche. Donc, quand on a démarré MCS, on était développeurs. On a été à l'époque de Lisa. Il n'y avait que quelques sociétés qui travaillaient avec Apple. À l'époque de la naissance du Mac, qui est probablement la meilleure époque de Steve Jobs, le premier Mac, avant son retour, bien entendu. On était quelques sociétés en France à développer pour le Mac. On était 5. On travaillait avec Cupertino. Donc, moi, j'ai connu l'équipe autour de Steve. J'ai connu Andy Hertzfeld. J'ai connu Bill Atkinson. Donc, pour moi, c'est des maîtres absolus. C'est des références. Bien sûr. Et Steve Jobs, je l'ai connu de loin. On n'était pas proches. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Et ça m'a laissé un souvenir. Il avait un charisme extraordinaire. Bon, tu sais quoi, on devrait aller voir le film ensemble, Ellie. Je pense que ce serait la meilleure des solutions. Peut-être qu'on peut essayer de se voir. Je pense que... on a plusieurs projets là en cours. On devrait les grouper et aller au cinéma en voiture, par exemple. Si tu vois ce que je veux dire. Allez, je monte à Paris directement. Il nous reste 10 secondes. Hein. Juste pour compléter. En fait, moi je pense que le souci c'est qu'en fait Jobs a affecté la vie de chacun de façon très différente selon les cas. Par exemple, je pense que Ellie et moi on a été totalement touchés par sa disparition parce que on vit dans le monde Mac depuis des années. Enfin moi j'ai maintenant presque 20 ans dans le monde Mac en professionnel. Ellie en a beaucoup plus. On a été c'est pas gentil ça. C'est pas gentil, non, mais c'est la réalité. Voilà, il a eu surtout la chance de pouvoir bosser avec des gens qui étaient vraiment dans l'environnement Apple depuis le tout début. Et je suis jaloux de ça. Franchement, je suis très jaloux de ça. Mais bon, il va falloir t'en remettre. Il va falloir t'en remettre parce que l'émission est terminée, Guillaume. On en reparlera de cette sortie. Bon, voilà. On en reparlera. Il faut vraiment qu'on. Selon les gens. Voilà, on en reparlera. Le film sort le 23 octobre dans toutes les salles américaines. Donc on en remettra une couche sans doute dans une dizaine de jours. Et puis début janvier pour la sortie française. Merci beaucoup Lionel d'avoir été l'invité de d'iWeek et d'être venu sur Watch TV. Des conditions un peu particulières aujourd'hui, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire une émission qui se termine bien. C'est un miracle. On embrasse Jean-Christophe qui a dû nous quitter. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. C'était toujours... un plaisir comme d'habitude et merci à toi aussi Ellie depuis la Côte d'Azur. Garde la fin pour le bêtisier. Voilà, exactement, je garde la fin pour le bêtisier, vous l'aurez en bonus très très vite. Merci Lionel, à très très bientôt et sur Watch les programmes continuent. Salut à tous.